Bonjour à tous. Notre webinaire du jour, deux systèmes juridiques, une seule stratégie privacy, comment naviguer entre l'UE et les US. Donc c'est un sujet qui peut-être ne parle pas à tout le monde, mais qui est très très intéressant. Nous avons le plaisir d'avoir Stéphane avec nous aujourd'hui. Peut-être pour ceux qui nous connaissent pas, nous sommes d'Astra, une plateforme de compliance, de privacy, IA et d'autres sujets qui permettent en fait aux DPO, mais pas que, aux juristes, à tout profil, de naviguer cette conformité sur la plateforme d'une manière plus simple, d'une manière plus holistique. Vous pouvez nous contacter sur le site d'astra.ue. Alors, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à côté de moi Stéphane, euh, avocat transatlantique. Donc, peut-être je te laisse te présenter, Stéphane. Oui, bah, d'abord, Leïla, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi que d'Astra participe à cet événement. Merci à tous d'avoir libéré du temps pour participer. Effectivement, je suis avocat et DPO transatlantique en ce sens que j'accompagne les acteurs dont beaucoup sont du numérique, mais pas forcément entre l'Europe et la France en particulier et l'Amérique du Nord. Je suis donc avocat des deux côtés et j'accompagne donc les sociétés dans leur conformité avec les lois nord-américaines, que ce soit aux États-Unis et au Canada. Je suis aussi bien avocat aux États-Unis qu'au Canada et je mets en place pour les sociétés des programmes mutualisés de conformité qui prennent en compte les principes respectifs des réglementations, les cadres réglementaires afin de ne pas avoir à créer des cadres de conformité qui soient scindés et différents entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles à gérer. J'aide les sociétés à créer des audits, des analyses d'impact dans le cadre des transferts internationaux, des analyses de réglementation qui leur permettent effectivement de mesurer le risque lié aux transferts internationaux, que ce soit vers les États-Unis ou le Canada. Et j'agis comme DPO régionalisé pour soit des sociétés qui ont déjà un DPO en France et en Europe et qui souhaitent avoir effectivement une extension de ce service-là sur l'Amérique du Nord, ou pour des sociétés qui n'ont pas forcément de DPO, mais qui ont besoin d'un accompagnement pour naviguer toutes les réglementations, les centaines de réglementations qui existent au niveau nord-américain en matière de données perso. Voilà. Très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, sur ce sujet que tu expliques très bien. C'est un peu la stratégie de savoir comment capitaliser sur l'existant entre l'UE et l'US. Donc, nous allons voir ça un peu plus tard au fur et à mesure des questions. Le format que je vous propose, et c'est plus une discussion qu'un cours vraiment auquel on est habitué peut-être parfois dans des webinaires. Donc, je pose les questions à Stéphane qui va me répondre, mais n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous serons très contents d'y répondre. Donc, peut-être pour commencer, une petite mise en contexte par rapport à ce sujet qui est quand même très complexe à naviguer. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne peut-être la culture de la privacy, qu'on comprenne le contexte qui peut être différent entre l'Europe et les États-Unis. Et qui permet peut-être d'avoir ensuite la bonne vision pour tout le reste de la stratégie de conformité. Sur ce, je commence avec une première question, Stéphane. Euh, donc, on sait, tu viens de présenter que tu travailles à cette intersection en fait, du droit numérique européen et américain. Peut-être pour des clients européens qui viennent de découvrir le système juridique américain, c'est quoi la première chose qui les surprend? Ou bien peut-être quelque chose qui te surprend à toi quand tu gères ces clients-là? Alors, je crois que ce qui surprend tout le monde quand on vient d'Europe, surtout, c'est le foisonnement des réglementations. On est quand même dans un État fédéral, et donc il y a une interaction de réglementations qui, pour certaines, sont fédérales, pour d'autres sont étatiques, d'autres sont provinciales, d'autres sont sectorielles. Et donc, la combinaison de toutes ces réglementations rend toute méthodologie de conformité très difficile à appréhender. Et quand on vient d'Europe, où effectivement, surtout en matière de données personnelles, on a une réglementation qui se veut être uniforme, même si effectivement il y a des dérogations nationales, mais en grande partie pour 80% du travail qui est uniforme sur l'Union européenne. Aux États-Unis, on n'a pas, contrairement au Canada, de réglementation fédérale
de la même nature que le RGPD, c'est-à-dire qui couvre quels que soient les types de données, etc. On a des réglementations fédérales, mais qui sont sectorielles du fait, en fait, du système d'adoption législative aux États-Unis, qui est quand même différent du système européen, sachant qu'aux États-Unis, le, euh, le fédéral est quelque part résiduel de l'étatique. C'est-à-dire que dans la Constitution américaine, il y a un certain nombre de domaines qui sont réservés au fédéral, et tout ce qui n'est pas un domaine naturel d'intervention pour le fédéral est du fait de l'État. Ce qui fait qu'on a des États qui passent des dizaines de réglementations, même en matière de données personnelles, qui ne sont pas des réglementations données personnelles telles quelles, mais qui ont une influence sur les données personnelles parce qu'elles vont peut-être régir un type de données en particulier, un secteur particulier, et donc il faut quand on souhaite se mettre en conformité, il faut regarder un petit peu à tout ça, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'applique à vous. Et donc, c'est vrai que quand on vient d'Europe, on est débordé. On est débordé par tout ça dans un premier temps. Ouais. Justement, ça aborde le sujet de la culture, justement de la conformité, qui est très différente des deux côtés de l'Atlantique. Notamment sur le rapport aux avocats. En France, on en a à peu près 70 000, aux États-Unis, plus d'1 million. Qu'est-ce que ça peut dire sur le rapport en fait, au droit et au risque qui n'a pas la même définition des deux côtés? Ben, en fait, c'est une très bonne question parce que le rapport au droit est très différent en Europe et en France qu'il peut l'être aux États-Unis. Du fait du nombre d'avocats, il y a une place centrale pour le droit en général et tout commence. Moi, j'échange régulièrement avec des confrères qui sont basés en France et c'est vrai que on a cette idée qu'on aimerait bien que le client vienne vers nous de façon proactive pour anticiper les risques. Oui. Alors qu'aux États-Unis, on commence souvent par l'avocat. Tout commence par le droit, tout commence par essayer de border le risque, parce qu'on est quand même, et ça va peut-être faire sourire certains de nos internautes, on est quand même dans un pays où attaquer, c'est un peu un sport national, et on attaque. C'est pas purement dans les films, on attaque. C'est le premier réflexe souvent d'un consommateur américain. Et donc, c'est vrai que la place du droit est centrale. On valide les choses en interne sur un plan et on borde les choses. Et donc ça, c'est effectivement. Et puis, en matière de pénalité, de sanctions, dès lors qu'on viole des lois, il y a un certain nombre de sanctions qui viennent sanctionner le fait de connaissant l'existence d'un risque en aval, on n'a pas pris en amont un certain nombre de mesures préventives afin d'en empêcher la commission. Donc, ce qui fait que toute la culture de la compliance s'est développée sur cette base-là pour que les gens bordent les choses en amont. Quand le RGPD est entré en vigueur, je peux vous dire que les Américains ont paniqué du fait des sanctions et du montant des sanctions, puisqu'ils ont très peur de la sanction. Ils savent effectivement que la sanction viendra sanctionner des comportements qui auraient dû être pris, qui n'ont pas été pris. Et donc, le côté réactif de dire on attend que les choses se passe avant de commencer à engager le chantier juridique est une erreur que commettent beaucoup d'entreprises qui vont en Amérique du Nord. Ça rejoint peut-être un peu cette idée de la compliance qui part d'abord du régulateur ici en Europe, alors qu'aux États-Unis, elle commence souvent donc, par l'avocat et les tribunaux. Si, si, euh, si on cherche en fait à expliquer ça à un juriste européen, euh, c'est quoi l'idée fondamentale en fait? En fait, quand on regarde le RGPD, il y a effectivement des régulateurs, c'est les sanctions, même s'il y a des sanctions devant les tribunaux aussi, le gros des sanctions sont quand même des sanctions administratives. Il y a des régulateurs, des autorités administratives, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, toute la régulation des réglementations étatiques, en tout cas surtout étatiques, qui est le gros des réglementations en matière de données personnelles, est le fait des attorney generals, qui sont l'équivalent des procureurs de la République, qui sont élus par leurs citoyens, et donc ce sont des régulateurs qui ne sont pas des autorités administratives, et donc le gros des sanctions sont faites au niveau des tribunaux. Donc, on se retrouve, alors la combinaison des class actions, des actions collectives, le fait que une minorité d'États permettent ce qu'on appelle un private right of action, qui permet d'agir à titre individuel directement sans avoir à passer par un intermédiaire devant les tribunaux, fait que le gros du risque aux États-Unis est un risque judiciaire.
En Europe, même si effectivement on est aussi responsable sur certains points potentiellement devant des tribunaux, le gros du risque est un risque administratif. Et donc, en termes de gestion du risque, c'est effectivement difficile. C'est différent. Et quand on est devant des administrations, on n'a pas forcément, surtout aux États-Unis, tous les droits afférents à un procès. Le droit à un avocat, le droit à un certain nombre de garde-fous qu'on n'a pas. Donc c'est un petit peu une différence d'approche, alors que, on en parlera peut-être dans la suite de la conversation, mais en Californie, il y a effectivement une agence. Oui. Mais c'est l'exception au Qui est niveau l'équivalent de étatique. la CNIL, peut-être, Voilà, en au Californie. niveau de la Et Californie, c'est mais le même seul État qui... c'est le seul État qui aujourd'hui en a une, mais cette agence n'a pas une exclusivité d'application de la loi parce elle doit aussi partager ses responsabilités avec le procureur de la République de Mhm. l'État. Ok, donc Voilà. ce n'est pas la seule autorité C'est qui pas la peut... seule autorité. Ok, d'accord. Intéressant. Euh, on dit souvent que le droit américain de la privacy est plus ancré ou renseigné dans la sécurité des données plutôt que la vision de la protection d'un droit fondamental qui est la protection de la donnée personnelle, protection de la vie privée, comme c'est le cas en Europe. Est-ce que c'est ton avis aussi? Bah, en fait, j'explique souvent, en fait, quand on voit les origines souvent de la loi, de la réglementation en France sur les données personnelles, qui remonte jusqu'à 78 et la loi informatique et liberté, c'est vrai que on voit ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'accès à certains fichiers qui permettaient Oui, d'identifier la religion. C'est vrai que dans les premières étapes qui ont été menées en France pour essayer de réglementer le domaine, on a mis l'accent justement sur ce que le gouvernement, ce que l'État pouvait faire, les pouvoirs publics, des données dont ils avaient l'accès, auxquelles ils avaient l'accès. Et donc, on a mis l'accent là-dessus. Et donc, à la suite de ce mouvement-là, on considère, qu'on ait raison ou pas, que l'État, quelque part, est là pour protéger nos données, parce qu'on a beaucoup travaillé pour cette protection-là au niveau de oui. l'État. Et par contre, on considère souvent les acteurs économiques comme les mauvais élèves de la classe. Aux États-Unis, on bifurque complètement parce qu'aux États-Unis, on a d'une façon générale, que ce soit étatique ou au niveau fédéral, on n'aime pas le gouvernement. Hmm. Et on n'aime pas, quand on voit comment les États-Unis ont été constitués, c'est quand même un pays qui a été fait sur la libre entreprise, où les gens venaient Oui. justement pour obtenir une liberté que parfois ils n'avaient pas d'où ils venaient. Voilà. Et donc, on a cet esprit de liberté qui fait qu'on n'a pas envie que l'État nous dise quoi faire. Et donc, de façon intéressante, et quand on compare les deux, on considère souvent que les acteurs économiques sont là sont pas les mauvais élèves. Par contre, l'État est un mauvais élève. Et donc, quand on essaie de faire parler ces deux régimes-là, il y a souvent une incompréhension qui est naturelle, liée un petit peu au développement. Et donc, moi, je dis souvent, en Europe, on réglemente souvent par le haut. On fait passer des réglementations, que ce soit des règlements, des directives au niveau européen. Et ensuite, les États membres implémentent ça et on doit ensuite trouver les moyens d'avoir, avec des lignes directrices, les voies d'implémentation. Aux États-Unis, c'est l'inverse. On part de la base. On va donner souvent à l'entreprise, au secteur industriel en général, la possibilité de s'autoréguler. Et on ne va, nous, intervenir, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau du gouvernement fédéral, que dès lors qu'on sent qu'il y a des dérives ou qu'on sent que les acteurs économiques sont incapables de s'autoréguler. Et donc, c'est vrai que historiquement, autant en Europe, on parle de protection des données parce que tout a été bâti de telle sorte à donner en fait aux utilisateurs un contrôle sur leurs données. Voilà, un contrôle sur les données. En fait, quand on voit aux États-Unis, c'était historiquement, même si ça a changé dans les dernières années, historiquement, c'était davantage au niveau de la sécurisation des données que l'accent s'est fait. Donc, souvent, quand vous voyez des contrats américains historiques où vous voyez une partie qui concerne les données personnelles, ça va souvent prendre la forme d'une annexe qui ne parle que de sécurité. Parce que c'est souvent la sécurisation des données qui est considérée comme le risque Comme le risque principal. principal. Voilà. Donc, c'est une approche différente. Mieux compris, culture qui est quand même différente. Peut-être pour mieux comprendre encore le paysage juridique américain, mais de la privacy, euh, dans cette deuxième partie. Déjà, on sait qu'il y a plusieurs lois étatiques, on sait qu'il y a des lois au niveau fédéral aussi. Euh, En termes de privacy, comment est-ce que cette superposition des lois fonctionne? En fait, comment on peut naviguer
entre toutes ces lois, sachant que, comme tu l'as dit au début, il y a des lois qui vont avoir une influence ou qui vont directement impacter les données, mais qui n'ont pas vraiment le titre de loi de privacy, donc qui sont peut-être un peu difficiles à trouver au début voilà. Quand on lit les lois américaines, que ce soit une loi fédérale ou une loi étatique, la réponse, elle est dans la loi. C'est-à-dire que la loi va dire, par exemple, cette loi va préempter l'adoption de lois étatiques sur le domaine qui est effectivement le domaine restreint. Souvent, les lois fédérales ont un domaine restreint. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'elles sont fédérales, elles sont sectorielles. C'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, réglementer, si je prends par exemple l'exemple de HIPAA, qui est la réglementation sur les données de santé, le traitement des données de santé, c'est une réglementation qui ne vient pas réglementer le traitement des données de santé par tous les acteurs, mais simplement par les acteurs qui sont eux-mêmes des acteurs de la santé. Donc Ok. des hôpitaux, des praticiens du soin, etc. Donc ça veut dire que ça laisse la place, notamment au niveau étatique, à ce que d'autres lois viennent réglementer le traitement des données de santé par des acteurs autres que des acteurs de santé. Ok. Donc il y a effectivement, effectivement, il faut regarder ce que la loi dit, parce qu'il y a des lois qui sont passées au niveau étatique, qui sont des lois pour le coup, les dernières, il y a une vingtaine aujourd'hui qui ont été passées Oui. récemment, qui sont des lois stricto sensu en matière de privacy, et elles vont effectivement dire cette loi s'applique sous réserve de l'application des réglementations fédérales dans ces domaines-là. Donc il faut lire un petit peu les réglementations pour comprendre comment elles s'articulent les unes avec les autres. Et puis, bien entendu, faire une cartographie des traitements pour comprendre quels sont, en fonction de son domaine d'activité, des données dont on traite, des États dans lesquels on agit, des utilisateurs qui sont les résidents de quels États, pour savoir déjà quelle est l'éligibilité qu'on a en tant qu'entreprise à ces lois. Si on est soumis à ces lois. Voilà, exactement, qu'elles soient étatiques, sectorielles ou fédérales. Ok. Euh, j'ai un peu lu en fait ces lois privacy stricto sensu. J'ai remarqué qu'elles se ressemblent pas mal dans ces différents États, mais je pense que le détail se trouve ailleurs, peut-être parfois. Où est-ce qu'il faut aller le chercher? Comment s'orienter en fait? En fait, quand vous regardez le RGPD, je ne sais pas si les auditeurs ont la même impression que moi, je pense que le RGPD n'est pas forcément, en termes de rédaction, la rédaction la plus intuitive, la plus naturelle Hmm. à lire, etc. C'est souvent complexe et souvent faire du sens du RGPD est en fait oblige à regarder le RGPD en liaison avec les dérogations nationales qui sont passés par les différents États membres dans les 50 domaines du RGPD qui permettent effectivement aux États membres de passer des réglementations nationales là-dessus. Il faut regarder aussi les opinions du Comité européen, les recommandations du Comité Oui. européen de protection des données, regarder les régulateurs, les autorités de supervision dans les différents pays. Et donc, ce n'est pas très différent aux États-Unis de ce côté-là. C'est-à-dire que la loi, oui, elles se ressemblent souvent, mais elles sont souvent de la même façon très mal rédigées. Et elles sont souvent très sommaires, contrairement au RGPD. Elles ne sont pas aussi grosses, lourdes, etc. Et donc, comment vraiment comprendre ce que le régulateur essaye de dire? Souvent parce que quand un Attorney General va passer en fait une réglementation au niveau de l'État, il va donner sa chance à des public hearings, donc des audiences publiques, où des avocats, des acteurs locaux vont venir poser des questions, dire effectivement, on comprend peut-être pas trop ce que vous essayez de dire ici. Et donc ensuite, il va y avoir des nouvelles versions de ce qu'on appelle des regulations. Et les regulations viennent en fait complémenter et compléter la législation en tant que telle pour lui donner le degré de détail que souvent on n'a pas quand on lit le texte une première fois. Et donc c'est une combinaison de tout ça qu'il faut donc décliner au niveau étatique et au niveau fédéral qui permet de comprendre pas simplement la réglementation en tant que telle, mais quel était l'esprit des clauses qui ont été adoptées dans dans cette législation. Ok. Euh, une fois qu'on comprend un peu tout ça, euh, donc, parce que finalement, on ne va pas établir un programme de conformité pour chaque État, ou bien peut-être qu'on veut déjà capitaliser sur celui qui est déjà mis en place par rapport au RGPD, par rapport à l'Europe. Donc, comment est-ce qu'on peut adopter en fait un programme qui tienne en compte de cette diversité des lois diverses? Alors, sur les lois étatiques, c'est différent que les lois fédérales, parce que les lois fédérales n'ont pas ce problème-là Oui. de conditions d'éligibilité de la même façon. Elles sont plus restreintes, mais par contre, elles s'appliquent dès la première collecte de données. Ce qui est le point commun des réglementations étatiques aux États-Unis, c'est qu'elles sont toutes euh, sujettes à des conditions minimum d'éligibilité. Donc, vous avez soit
un chiffre d'affaires minimum qui fait qu'on est soumis à la loi, soit un nombre minimum d'utilisateurs résidents de cet État-là dont on collecte les données, ou un minimum de données qui sont collectées directement de résidents de cet État-là. Donc, l'analyse qui doit être faite, déjà, c'est de voir quel est son degré de business dans les différents États, faire un mapping, savoir où sont nos utilisateurs, et voir déjà, est-ce qu'on est déjà soumis aux conditions d'éligibilité, tout en comprenant, comme tu as pu le mettre avant en parlant par exemple de la réglementation californienne, Shine the Light, etc. Il y a un certain nombre de réglementations qui sont passées au niveau des Shine the Light, il y en a plus qu'en Californie, il y en a dans plusieurs États aux États-Unis, dans la plupart des États, qui viennent justement obliger une société à permettre à un utilisateur de se désabonner de l'envoi d'emails, de marketing, etc., d'utilisation de données à ces fins-là, à ces finalités. Ces lois-là, souvent, n'ont pas des minimums d'éligibilité en termes de... Donc, simplement dire, voilà, on n'est pas forcément soumis au CCPA en Californie ou à d'autres réglementations dans d'autres États, ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas soumis à des lois de cet État-là. Ce ne sont pas les mêmes lois, mais il faut regarder le détail de ces lois-là et voir en fonction de ses activités, de son degré d'activité dans cet État-là, quelles sont les lois qui potentiellement trouveraient à s'appliquer. Une fois qu'on a fait cette cartographie-là, on regarde effectivement les conditions d'éligibilité, on garde une veille juridique sur l'évolution de la loi, des nouvelles réglementations, des nouveaux regulations, etc., pour voir si à un moment ou à un autre, on doit activer tout ça. Mais c'est évident que quand on a des résidents qui sont dans plusieurs États des États-Unis, on ne fera pas, en tout cas, à partir du moment où on est éligible à la loi, on ne fera pas l'économie de faire des notices à destination de ces utilisateurs qui seront spécifiques à chacun de ces États, même s'il existe, de la même façon que Dastra et d'autres acteurs proposent ça, des solutions aujourd'hui logicielles qui permettent d'automatiser les notices aux utilisateurs des résidents en fonction de leur localisation. Mais donc, vraiment, step one, c'est la cartographie. C'est vraiment la première étape. De la même façon, quand vous êtes en Europe, vous regardez les différents pays européens, voir si effectivement il y a certaines lois des organisations nationales qui risquent de s'appliquer. On a un peu discuté des secteurs réglementés, euh, comme donc HIPAA pour la santé, COPPA pour les droits des mineurs. Euh, Comment, donc, dans cette interaction avec les lois étatiques, donc on l'a déjà dit que c'est la loi qui va déterminer laquelle l'emporte, en fait, finalement. C'est la loi précise que la fédérale va être plus importante. Est-ce qu'il y a autre chose Non, sauf parce que la loi fédérale précise effectivement qu'elle préempte toute réglementation dans le même domaine qui viendrait contredire ou entrer en conflit avec la réglementation fédérale, on partira du principe que l'étatique va s'appliquer. Donc, ça va vraiment dépendre de la façon dont c'est fait, mais la plupart des États vont réglementer autour de ces réglementations, vu qu'elles sont quand même assez restreintes, même si elles sont très, notamment si on prend HIPAA, la réglementation de 1996, elle est extrêmement étoffée, mais elle a un terrain d'application qui est quand même restreint. Donc, ça n'empêcherait pas des praticiens d'un État qui ne seraient pas éventuellement soumis à cette réglementation parce qu'ils ne rentrent pas dans la définition de covenant edit en termes de HIPAA, d'être soumis à ça. Et ça n'empêcherait pas effectivement des réglementations étatiques qui seraient un petit peu autour et qui viendraient compléter les réglementations fédérales de s'appliquer. Donc effectivement, HIPAA, pour les présenter, HIPAA, effectivement, ça concerne la réglementation sur les données de santé par le secteur de la santé. HIPAA a été modifié il y a quelques années par une nouvelle réglementation qui s'appelle le High Tech Act, qui vient justement un petit peu à l'instar de ce qu'on a avec le RGPD, les sous-traitants, qui vient aussi réglementer les activités des sous-traitants qui ont accès aux données via des praticiens de santé et qui fournissent des services liés à ça, qui sont du coup captés par la loi HIPAA de la même façon, ce qui n'existait pas avant la modification. GLBA concerne la réglementation des données qui sont traitées, pas simplement des données financières, mais qui sont traitées par le secteur financier. COPPA, c'est du sectoriel, c'est pas du sectoriel, pardon, c'est du fédéral, mais pas du sectoriel, mais vient effectivement réglementer la collecte et le traitement des données des enfants de mineurs, même si effectivement c'est un des cas
d'exception, parce que maintenant, quand on voit les réglementations étatiques qui sont passées dans plusieurs États aux États-Unis, on se rend compte qu'elles vont plus loin que simplement mettre le curseur au niveau des 13 ans et moins, et elle impose souvent des contrôles voilà, à à des mineurs qui, en fait, ont jusqu'à 18 ans. Donc ça, c'est une différence. Et puis, FERPA concerne, qui était l'autre réglementation, concerne essentiellement le traitement des données des étudiants. Donc, c'est sur le secteur de l'éducation. Est-ce que, par exemple, justement, sur ce seuil qui a été augmenté de 13 ans à 18 ans pour la question des droits des mineurs, est-ce que, il vaut mieux traiter tous les utilisateurs mineurs comme si, en fait, ils faisaient partie de COPA finalement, ou attendre de voir si tous les États vont augmenter leur seuil jusqu'à 18 ans? Comment Non, regarder je pense il faut encore une fois, COPA et COPA est réglementé par la FTC, qui est la puissance, en fait, agence gouvernementale de protection des consommateurs, un petit peu l'équivalent de la TGCRF. Elle est très puissante et je pense que elle a tellement d'obligations sur la nécessité d'obtenir le consentement des parents, pour les sites, notamment les jeux vidéo, l'obligation de notifier les utilisateurs, qu'effectivement on collecte leurs données. Il y a des sites qui sont des sites d'audience mixte, des sites qui sont clairement des sites à destination d'enfants, etc. Je pense on doit commencer, pour peu qu'on capte des données, on collecte des données de mineurs de moins de 13 ans. Il faut faire le travail de mise en conformité avec COPA. On ne peut pas y échapper. Et ça, malheureusement. Et après, effectivement, dans certains États, voir quelle serait effectivement l'extension dans certains États, mais je ne pense pas qu'il faille attendre de voir si tous les États le font, parce que d'abord, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation toutes les 2 semaines. Et puis, comme au niveau des États, ça se décline de la même façon que ça l'est au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'il y a une Chambre des représentants et un Sénat dans chacun des États, et donc il y a des navettes jusqu'à ce qu'effectivement la loi soit passée. Ça peut prendre du temps. La dernière réglementation qui vient de passer dans l'Oklahoma entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Donc les choses sont en flux permanent. Et donc je pense que ce qui est statique, c'est COPA, même si effectivement il y a un projet qui n'a pas encore été adopté, mais il y a un projet de COPA 2, 2.0, dont j'ai parlé dans un post récent et qui justement vient un petit peu rajouter aux obligations et renforcer les obligations sous COPA. Ok. Toujours dans ces réglementations, peut-être sur celles qui régissent le marketing par email. Ouais. Qu'est-ce que c'est important pour tout le monde, je pense, ce sujet de marketing. Comment les intégrer en fait finalement dans cette... Alors, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a des réglementations qui ne sont pas des réglementations strictes au sens du privacy, mais qui ont un impact. On voit en fait en Europe avec la e-privacy, la directive e-privacy, on se retrouve aux États-Unis avec un patchwork de réglementations qui ont des applications différentes purement de la privacy. Et ça va être différent au Canada, par exemple le Cat Spam Act qui vient justement réglementer l'envoi de messages électroniques, donc des emails, à des fins publicitaires, va s'appliquer et est assez restreinte. Le TCPA va faire la même chose, mais sur la partie SMS et appel téléphonique. Quand on va au Canada, il y a une réglementation qui est CASL, qui est une réglementation sur tout ce qui est anti-spam et qui couvre aussi bien les emails que les fax, que les SMS. Donc, mais effectivement, quand on fait une cartographie, qu'on essaie de mettre en place un plan de conformité, on doit pas simplement regarder, quand on regarde les activités de la société, on doit d'emblée voir est-ce que finalement la loi se trouve ailleurs que dans la loi de privacy en tant que telle et qu'il y a des réglementations comme CAN-SPAM, qui est une réglementation fédérale mais qui s'applique partout aux États-Unis et qui peut aussi il y a aussi des mini CAN-SPAM au niveau étatique. Donc il faut voir si au niveau étatique, certains États vont réglementer les choses au-delà de ce qui est prévu par le CAN-SPAM par exemple. TCPA est une des réglementations les plus disputées aujourd'hui devant les tribunaux. Le plus de sanctions qu'on a dans ce domaine-là viennent du TCPA et justement des robots téléphoniques il y a des obligations de ne pas pouvoir communiquer à partir de certaines heures le soir, etc. Donc il y a quand même, c'est très très particulier ces obligations. Ouais. Okay. Maintenant qu'on a un peu mieux compris ce paysage réglementaire, peut-être une approche plus opérationnelle pour l'entreprise. Savoir quelle stratégie adopter, est-ce qu'on prend l'approche la plus stricte, on décline ailleurs, on va le voir dans ces différentes questions qui vont arriver.
Mais peut-être une première, vu que tu as l'habitude de traiter avec différents clients, si une entreprise européenne entre maintenant sur le marché européen, c'est quoi les premières, Américain. le marché américain, pardon, c'est quoi les premières erreurs plutôt communes que tu vois en termes de Alors, process? la première erreur pour moi est culturelle, c'est-à-dire de s'imaginer, et c'est souvent ce que j'entends quand je suis en France, là, je suis en France en ce moment, donc c'est souvent ce que j'entends quand je parle avec des confrères ici, c'est qu'en gros, aux États-Unis, il n'y a pas de privacy, il n'y a pas de Oui, c'est vrai réglementation. On s'imagine toujours que parce qu'il n'y a pas une réglementation au format européen, qu'il n'y a pas c'est de... qu'il n'y en a pas. Ouais. Et ça ne se passe pas du tout comme ça parce que l'ADN est différent, la façon de réglementer est différente, elle est davantage par le bas et réactive que proactive parce qu'elle essaie de donner sa chance à la libre entreprise Mm. et aux acteurs de s'autoréguler. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réglementation. Au contraire, il y a des centaines de réglementations. Donc la problématique, elle est même différente. Voilà, la problématique, elle est même différente. Donc là, ça, c'est la première des erreurs, c'est de se dire, de toute façon, il y a pas, on peut faire ce Oui, qu'on veut parce qu'il n'y a pas de protection. C'est une première erreur. La deuxième erreur, c'est de se dire, en gros, que le RGPD est tellement prescripteur, etc., que ça va passer partout. mm. Et donc, si on part et qu'on fait rien aux États-Unis, mais qu'on a le RGPD, c'est très bien pour les États-Unis. Ce qui est faux. Le RGPD sert une très bonne base de travail parce que contrairement au CCPA, qui dans un premier temps en Californie avait été positionné comme du côté américain comme le RGPD à Oui, l'américaine, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui est pas du tout le cas quand on vraiment rentre dans les détails. Il est un peu plus depuis que le CPRA a remplacé le CCPA, enfin, a À amendé le modifier. CCPA, voilà. Mais à l'origine, c'est pas. Et on est quand même dans un système de opt-out aux États-Unis, de Oui. désabonnement, hein, donc c'est quand même Ouais. différent du système européen. Mais toutes les réglementations qui ont été passées au niveau étatique depuis le CCPA se sont toutes indexées sur le RGPD en termes d'approche. Mm. Donc davantage centré sur la protection et le contrôle qui est donné aux utilisateurs sur Sur leurs leurs données. données. Donc ça, c'est effectivement que donc le RGPD sert une très bonne base de départ pour ça, mais il y a quand même des différences au niveau C'était américain. américain. Voilà, donc ça, il va falloir regarder dans le détail des définitions qui ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui constitue une donnée personnelle? Qu'est-ce qui constitue un traitement? Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur le même principe de responsable de traitement sous-traitant? Est-ce qu'il y a Donc il y a quand même des différences là-dessus. Et la troisième, c'est de ne pas d'attendre d'avoir des problèmes pour Oui, commencer pour à investir commencer. en amont sur la compliance. Malheureusement, c'est souvent quand on est en Europe, surtout quand on est une petite structure, on se dit toujours la priorité, c'est d'abord de générer du revenu et de faire, etc. Et, et L'essentiel. voilà. Et ça, malheureusement, ça se paye cash parce que c'est devant les tribunaux que ça se paye. Euh, on l'a peut-être un peu dit maintenant sur adopter le standard strict du RGPD comme ligne de base, mais comment on peut peut-être au mieux capitaliser sur ce qui a déjà été fait en Europe, en fait, pour les États-Unis, bien que c'est pas la même chose, la même... Les réglementations américaines sont sur l'inspiration très alignées sur un modèle RGPD, entre guillemets. Euh, Ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui, c'est toute la partie outillage pour se mettre en conformité avec ça. Donc aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se disent, d'accord, je dois faire tout ça. Je vais essayer de contacter des sociétés qui nous aident, par exemple, à créer, je sais pas moi, une bannière cookie, etc., pour avoir un minimum tout ça. Mais en gros, ils ont pas la structure et les protocoles et la méthodologie qu'on a avec le RGPD. Donc moi, quand je travaille avec mes acteurs aux États-Unis qui ont des opérations sur l'Europe, je ne pars jamais sur une méthodologie qui est différenciée entre l'Europe et les États-Unis. Je pars parce que c'est Sur une... impossible. C'est impossible de gérer. Si vous dites à une société, bon, pour l'Europe, vous faites ci, pour les États-Unis, c'est complètement différent. Et puis, on ne parle que de pays. Les autres pays, c'est encore un autre problème. Impossible à gérer. Donc, il faut partir d'un référentiel. Le référentiel du RGPD est plus structurant que les réflexes et les référentiels américains. Ils permettent cette structure qu'on n'a pas aux États-Unis. Donc, c'est une très bonne base de départ. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut Mhm. intégrer les dimensions américaines et les déviations étatiques et fédérales aux États-Unis. Ok. Euh, on va, dans la partie d'après, on va un peu plus se focaliser sur des détails opérationnels comme l'analyse d'impact, le Transfer Impact Assessment, mais peut-être euh,
d'une manière un peu globale, quels sont les éléments qui sont du RGPD qui peuvent être directement réutilisables en fait dans ce que je fais? Alors, les cartographies. Les cartographies, c'est presque Est-ce que c'est le registre? Alors, les registres, il y a une cartographie générale des flux de données Oui. qui est indépendante des registres, mais aussi les registres, l'article 30, effectivement, peuvent être tout à fait exportés parce qu'on a l'obligation de savoir quelles données on collecte, auprès de qui, avec qui on les partage, où sont basés les destinataires. Donc, toute cette méthodologie qu'on a avec les registres de traitement sont effectivement complètement exportables. Les analyses d'impact, pareil, de toute façon, c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle davantage de PIAs, Privacy Impact Oui. Assessments, mais le principe est le même. Et le même. Et donc, quand on fait l'impact assessment, on le fait par rapport à des analyses réglementaires et des réglementations applicables. Il va falloir faire la même chose sur la partie américaine, mais la méthodologie, encore une fois, du DPIA et des analyses d'analyse d'impact est absolument exportable. La gestion des relations avec les fournisseurs, le traitement de tout ça et l'obligation, dans toutes les lois aujourd'hui, vous avez des obligations aux États-Unis d'avoir des clauses avec les sous-traitants. Le concept de DPA qu'on entend n'est nulle part mentionné dans l'article 28.3 du RGPD. Donc, c'est souvent quelque chose qui a été fait et qui vient souvent des États-Unis. On va créer un DPA à ces fins-là. Mais pareil, les DPA peuvent être mutualisés en étant d'application aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, en identifiant les législations et mettant là où c'est exigé, parce que certaines réglementations, notamment la Californie, vont obliger à ce que certaines clauses en particulier figurent, un peu à l'instar de l'article 28.3, dans les contrats avec les sous-traitants. Donc, si on regarde un petit peu ce qui est exigé là-dessus, on peut adapter les DPA en conséquence. Et donc, il y a un certain nombre comme ça d'outils du RGPD qui sont tout à fait exportables. Est-ce que ces clauses se ressemblent donc à l'article 28, mention obligatoire, ou c'est vraiment différent? Non, non, encore une fois, elles se ressemblent, elles sont liées quelque part, elles sont plus développées en Europe qu'elles peuvent être aux États-Unis, donc qui peut plus, peut moins, et donc effectivement, c'est une très bonne base de départ pour ensuite étendre ça sur le marché américain. Ok. Un peu plus en détail justement sur ces différentes politiques ou documents, ou, voilà, dans cette optique d'accountability. Sur l'analyse d'impact, par exemple, est-ce que ça suffit de transposer une dans le cadre américain? À ton avis, c'est quoi les erreurs en fait un peu classiques dans cet exercice si on le prend un peu plus en détail? Bah, déjà, les erreurs, c'est que souvent, quand on analyse les risques et qu'on parle de base légale, il n'y a pas de concept de base légale aux États-Unis de la même façon qu'on l'a en Europe. Donc, c'est vrai que quand on essaye de mapper sur quelle est la base légale qui s'applique à un traitement particulier, ça rentre pas vraiment dans les cases. Donc, il faut essayer de trouver effectivement quelles sont les correspondances le cas échéant. Et justement, ces informations-là vont ensuite renseigner quelles sont les notices à destination des utilisateurs en fonction des États. Moi, souvent, quand je crée des notices ou je crée des glossaires à destination d'un public américain pour justement leur expliquer un petit peu que veulent dire ces droits quand on leur donne davantage de droits qu'ils peuvent avoir du fait de leur réglementation étatique. Mais effectivement, il y a une partie éducation là-dedans qui doit être indexée sur comment est-ce que le risque est mesuré aux États-Unis par rapport aux risques européens. Certains standards sont internationaux comme les standards ISO, etc. Oui. D'autres sont davantage américains comme les standards NIST. Et donc, souvent, voilà, il faut regarder quel est le bon étalon pour mesurer le risque. Mais en tout cas, la méthodologie d'approche est la même. Et les États américains se sont inspirés de l'approche américaine de ce côté-là, de l'approche européenne de ce côté-là. Les Américains, depuis très très longtemps, sont adeptes de la gestion de risque. Si c'est une chose qu'on sait faire aux États-Unis, c'est le principe du risque et comment gérer les risques. Si on parle peut-être des Transfer Impact Assessments, on n'aura peut-être pas le temps de voir le DPF, tout l'historique en fait qui a amené la question des transferts internationaux US-UE. Mais quand même, c'est important, le Transfer Impact Assessment, d'en parler surtout dans cette optique d'AIPD, etc. C'est quoi le plus important? Oui, parce qu'encore une fois, même si on a des DPF, on a tout ça, ça reste quand même extrêmement minoritaire en termes de sociétés qui se sont auto-certifiées en vertu de ces modèles-là. Et puis comme il y a toujours ce côté un peu d'incertitude sur l'avenir de ces programmes-là, Oui.
beaucoup de sociétés partent sur des clauses contractuelles type. Et donc, c'est vrai que sur les transferts impact assessment, on ne fera jamais l'économie, souvent, quand on est DPO ou qu'on souhaite effectivement exporter les données, de faire cette analyse des réglementations dans le pays d'exportation applicables. Et ça, souvent, c'est quelque chose que je ne vois pas des entreprises européennes faire, ou elles le font parce qu'elles ont lu le texte et elles se disent voilà ce que c'est, et où elles se disent simplement voilà, on a fait ce risque par rapport à une réglementation qui est déjà très restrictive, et donc si on l'a fait ici, ça marchera là-bas. Or, chaque État est différent, chaque réglementation est différente, et je pense que une des parties essentielles du TIA, c'est la partie analyse réglementaire. Et ça, il faut le faire. Il faut vraiment le faire parce que pour comprendre pas simplement quels sont les risques, mais comment une violation sera interprétée, quels sont les modes de recours possibles, etc. Ça, malheureusement, il faut faire appel à des praticiens du droit local. Ça. Cool. On a un peu parlé du data mapping, peut-être qu'on peut, je vois le temps avancer, peut-être qu'on peut euh, arriver à la question d'après, c'est qui est quand même important, c'est toutes les politiques privacy. Est-ce qu'il faut prévoir des politiques séparées pour l'UE et les États-Unis, ou est-ce qu'on peut aborder ça sous une politique globale? Par exemple, je pense à la politique de confidentialité. Non, je pense clairement, là, qu'il faut essayer de mutualiser autant que possible les efforts de ce côté-là. Ok. Quand bien même on pourrait effectivement créer des notices qui sont différentes entre les deux, je pense que si on a fait le travail par rapport au RGPD de créer une charte qui effectivement est indexée sur le RGPD, pour peu que on adjoint la partie éducation d'un utilisateur américain qui ne va pas forcément comprendre ce que veulent dire certains de ses droits, etc., dans la politique, je pense que y adjoindre les particularismes américain, c'est la bonne approche plutôt que de créer des politiques qui sont séparées. Okay. Et ça ne parle pas d'ailleurs que des politiques externes, ça parle des politiques internes aussi. Si on est capable de mutualiser les efforts afin d'avoir une chose qui ne parle à l'entièreté du staff et des opérationnels qu'on a dans l'entreprise, c'est la meilleure approche. Et par exemple, comment ça se présente concrètement? Est-ce que c'est par exemple dans une même politique, if you're a US resident, etc., cette partie s'applique à toi? Exactement. C'est comme ça que ça se Exactement. Et puis quand par exemple on va indiquer dans le tableau, on va indiquer l'activité de traitement, Oui. La finalité et la base légale, on mettra par exemple avant en disant voilà, le tableau suivant indique quelle est la finalité de chacun des traitements, et si vous êtes basé dans l'Union européenne, quelle est par exemple la base légale qui s'applique, ce qui effectivement ne va pas forcément parler à un public américain, mais qui n'empêche pas que les Américains puissent comprendre le reste de la politique. Je pense qu'on vient un peu naturellement ici sur le sujet du risque, des sanctions ou le enforcement en général pour mieux comprendre les enjeux. Déjà, est-ce qu'à ton avis, il y a cette idée courante de se dire que le risque américain ressemble au risque RGPD niveau privacy? Est-ce que c'est faux ou vrai pour toi? Je veux dire, les Américains ont toujours peur en général des risques de sanctions. Euh, aux États-Unis, en fait, il y a eu beaucoup de scandales récemment en matière de privacy qui ont fait que il y a eu une bifurcation, un changement de culture déjà au niveau de privacy. Savoir que dorénavant, beaucoup de réglementations sont passées au niveau américain qui viennent donner ce contrôle supplémentaire aux personnes sur leurs données. Les personnes commencent à exercer leurs droits d'une façon qu'elles n'avaient historiquement, elles n'ont pas la culture de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'au-delà de la tension entre le fédéral et l'étatique en matière de sanctions, parce que ça, in fine, ce sont des revenus pour l'État. Donc, il y a toujours cette tension en termes de budget. Il y a aussi une concurrence entre les États. C'est-à-dire que les attorneys general des différents États vont quelque part passer une loi qui se veut plus restrictive que celle du voisin en se disant si vous venez dans mon État, je vais protéger vos données plus que le voisin le fait. Donc il y a effectivement le risque est un risque davantage contentieux aux États-Unis, davantage administratif en Europe. Et donc, il faut comprendre quels sont les garde-fous, quelles sont les façons éventuellement d'empêcher ou de voir quel tribunal pourrait trouver à se saisir d'une demande
de communication de pièces dans le cas d'un litige ou en général d'une plainte qui aurait été déposée. La plupart des États américains n'ont pas de private right of action permettant à l'individu Mhm. directement de... Par contre, les class actions existent. Et les attorney general qui, encore une fois, représentent les citoyens qui les élisent, peuvent prendre à leur charge l'action contre des sociétés, etc. Donc il y a quand même, il y a et donc comprendre comment fonctionne le procès américain et dans le domaine de privacy, c'est très important, alors qu'en Europe, on a une vision quand même très, très différente du Mhm. risque. Donc je pense qu'il faut le regarder par rapport au modèle de sanctions américain. Et pour les class actions, est-ce que c'est c'est- c'est quoi pour l'entreprise la manière la plus peut-être logique de prévoir la chose? Enfin, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour éviter peut-être une class action? Vous savez, tu sais, dans un pays en fait, où il y a autant d'avocats, il y a souvent un avocat qui trouvera de quoi certifier une classe. En fait, il va prendre, s'il voit qu'effectivement il y a quelque chose et qu'il y a notamment une société n'a pas fait en amont, si on parlait au début, la compliance en amont, et qu'il voit qu'il y a des brèches à exploiter, il peut effectivement voir si d'autres citoyens résidents de l'État ont, ou même sur plusieurs États, comment dire, subi les mêmes violations, et à partir de là, sur la base d'une certification, engager le procès. Donc, c'est assez difficile d'empêcher ça. On peut effectivement prévoir toutes sortes de clauses dans un contrat comme quoi on s'interdit d'aller forcément dans les tribunaux, de faire éventuellement de l'arbitrage, d'éviter des par jury, etc., pour empêcher ça. Mais c'est vrai que c'est souvent les class actions, notamment lorsqu'elles sont le fait devant la FTC, elles sont gigantesques et elles viennent agréger des demandes à travers tous les États-Unis. Et donc, il faut simplement comprendre comment est-ce qu'une classe est certifiée, comment éventuellement s'en prémunir. Mais encore une fois, tout revient à ce qu'on peut faire en amont, Oui, légalement, pour border les choses afin aborder ce processus. d'empêcher qu'une action puisse effectivement être menée, une action collective puisse être menée sur la base des brèches qu'on a en fait D'accord. laissé passer. Ok. Euh, Petite dernière question, peut-être avant de laisser un peu de temps au public de poser des questions. Si tu devais commencer aujourd'hui un framework un peu global, unique, donc comme on disait qu'il faut mutualiser, par quoi tu Alors, commencerais? je partirais clairement du modèle du RGPD Ok. européen sur la partie data privacy, et je partirais du NIST framework aux Mhm. États-Unis sur la partie sécuritaire. Ok. Puisqu'effectivement, il est beaucoup plus décliné que souvent quand on voit euh, l'article 32, et quand on voit, il y a quand même une grande marge qui est laissée à quelles sont les mesures appropriées en Oui, fonction. oui. Donc, ça laisse comme une marge d'interprétation. Oui. Alors que Euh, le liste est peut-être un le peu NIST est plus. Et puis, il y a un certain nombre de réglementations, notamment quand Tamara Harris était Attorney General pour plus. l'État de Californie, elle avait fait passer un certain nombre de guidance, documents, je crois, qui datent de 2015, qui mentionnent un certain nombre de mesures appropriées à mettre en place pour protéger les données, parce que quand on regarde les réglementations étatiques, elles disent pas Elle dit grand-chose non pas. plus là-dessus. Donc, il faut se baser sur ce qui a été émis par les régulateurs, et le framework est aujourd'hui un modèle d'accompagnement aux États-Unis que beaucoup de sociétés utilisent, même dans le cadre de l'IA. En fait, aujourd'hui, quand on voit le NRF, Oui. on part du NIST et sur différentes applications, c'est un modèle qui est accepté un peu partout. Donc, moi, j'aurais tendance à partir de ça. On peut partir aussi de l'ISO sur certains points, Oui. mais le NRF, en tout cas, et le NIST est un modèle qui parle à la plupart des acteurs américains. Quid de l'espoir peut-être d'une loi fédérale américaine sur la privacy? Qu'est-ce que tu en penses à ce sujet, notamment vu la politique actuelle? Il y a eu plusieurs tentatives, hein. Il y a eu plusieurs tentatives sous l'administration d'Obama et d'autres. Et c'est vrai que il y a une chance aujourd'hui, puisque le Congrès et l'exécutif sont tous entre les mains aujourd'hui du Parti républicain. Mhm. Bon. Euh, je ne sais pas s'il y a un appétit pour le faire aujourd'hui, mais en tout cas, le timing est bon par rapport à ça.
Je pense qu'après les élections de mi-mandat en juillet, le Congrès ne sera plus complètement républicain. Ok. Il y a des chances, en tout cas, qu'il passe du côté démocrate, sur une ou deux des chambres. Et donc, à la suite de ça, ce sera plus difficile de faire passer quoi que ce soit pour avoir une majorité du Congrès. Donc, c'est maintenant que ça doit se faire avant juillet. Il y a eu des projets qui sont en cours. Il y a des projets qui sont en cours, qui sont déposés. Je ne sais pas si ça obtiendra l'aval et surtout si avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est ce qui est une priorité Oui. pour l'exécutif. Mais en tout cas, il y a toujours cette possibilité avant juillet de faire avancer les choses. Et si ça avance et ça passe à l'étape suivante, concrètement, ça veut dire qu'il faut regarder cette loi fédérale un peu comme le RGPD ou dans le temps que ça Il va faudra plus voir vite? ce que la loi dit, mais il y aura de toute façon clairement une interaction avec les lois étatiques. Ok. Donc, il va falloir voir effectivement quel est, et dans le programme de conformité, il va falloir se baser sur ce qui est le plus strict pour, encore une Ouais. fois, partir de ce modèle-là. Mais il y a beaucoup de négociations qui sont faites aussi avec les différents États pour savoir quelle est la liberté qui est accordée aux États pour réglementer dans ce que la loi fédérale ne permettra pas de faire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'amendements qui sont faits. Et donc, est-ce que la version finale, comme on avait avec le CCPA, qui ne ressemblait pas du tout à la version initiale, le projet Non. initial, est-ce que finalement, ça va être pareil au niveau fédéral ou est-ce que, il y a une marge d'avancer sur des points qui aujourd'hui sont des points de contention? Parce que, in fine, ce sont les entreprises qui trouvent beaucoup plus difficile d'opérer sur plusieurs États. Et Bien puis sûr. les résidents aussi, Évidemment. voilà. Donc je pense que il y a un bénéfice à ça. Maintenant, il faut voir si l'appétit est là en ce moment. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, très très intéressantes et utiles. Donc, on vous a mis une slide sur les ressources. D'abord avec les ressources donc de Stéphane sur son blog et sur son site, un guide sur la protection des données personnelles aux États-Unis. Le guide est actuellement en cours, c'est ça, de mise à jour. Donc, on pourra vous l'envoyer une fois qu'il est finalisé. Euh, pour ceux qui sont intéressés à la protection des données personnelles au Canada, pareil, un guide sur ce sujet. Quelques ressources externes pour mieux comprendre les lois américaines de la privacy. Euh, vous allez avoir un lien en fait pour télécharger les slides et pour avoir un replay du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas. Euh, Peut-être qu'on peut passer aux questions. Vous pouvez les écrire dans le chat si vous en avez. On va laisser un peu de temps. Peut-être que en attendant les premières questions, euh, l'IA dans tout ça aux États-Unis, qu'est-ce que il y a plusieurs lois, il y a déjà Il y a, il y a, plusieurs il y a, il y a, qu'est-ce qu'on il y a plus de 600 réglementations aux États-Unis aujourd'hui en matière d'IA. Des projets, des guidance, et c'est extrêmement étoffé. Je pense que vous le savez qu'il y a aussi un moratoire qui a été oui. lancé par le président Trump justement Mhm. pour éviter que les États continuent de légiférer là-dessus. Le but étant d'avoir une action commune et une stratégie commune pour contrecarrer les autres blocs, les gros blocs régionaux. Et donc, maintenant, le fédéral ne peut pas imposer aux États de ne plus légiférer. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se fait. Ok. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, maintenant, quand on regarde les défis en matière d'IA aux États-Unis, bon, d'abord, encore une fois, on n'a pas du tout le même modèle que le EUA Act. C'est pas du tout, on n'a Non. pas la même approche. Autant, je pense que le RGPD avait naturellement, du fait de son alignement sur des principes généraux, était davantage matière à une exportation. Autant je pense que le EUA Act, en fait, en tout cas dans son approche actuelle, est probablement moins en mesure de pouvoir faire ça. Mais par contre, ce qu'on voit très souvent aux États-Unis quand on aide des sociétés déjà à se mettre en conformité en matière d'IA, que deux tiers en fait des problématiques en général sont des problématiques qui sont souvent liées aux données perso. Oui, justement. Donc, Donc donc c'est ça l'interaction marche. entre les deux, mais il y a beaucoup plus que ça dans la partie, dans une conformité à l'IA. Mais en tout cas, sur les problématiques aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des challenges devant les tribunaux, ça reste quand même souvent lié à une histoire de traitement de Le données. traitement.
Mais déjà, il y a tellement de lois étatiques sur la privacy, donc encore plus sur l'IA. Hmm. Ça commence à devenir un peu... Bah oui, c'est un challenge. C'est un challenge et donc d'où l'importance de la cartographie et d'essayer de simplifier les choses autant que possible et de procéder par étapes. Si jamais on devient éligible à d'autres réglementations, bon, on progresse. C'est un fil conducteur en fait, tout ça, en termes de conformité. Je pense que nous n'avons pas de questions, ça veut dire qu'on a été très clair. Bon, je suis ravi. Je suis ravi. Dans tous les cas, dans les slides, vous avez les contacts donc, de Stéphane et notre site aussi. Donc voilà, au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et merci beaucoup Stéphane d'être venu Merci et de Leïla, ce merci. webinaire. Merci à tous pour votre participation. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.